Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'histoire tragique de Disneyland Paris. On va revenir en fait sur le fiasco qu'a été Euro Disney et essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi Disneyland Paris a-t-il été un échec. Mais avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. C'est en lien en barre d'infos, c'est gratuit, on parle de tout sur Disney, même de d'autres parcs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez. Et donc on y va pour cette histoire tragique et particulière qu'est celle de Disneyland Paris. Après le succès de Tokyo Disneyland, Disney entreprend de continuer l'aventure internationale. C'est Michael Eisner, qui est fraîchement nommé PDG, qui portera ce projet de grande envergure. Un retour sur les terres des ancêtres de Walt Disney et de ses contes. C'est Paris qui sera choisi en raison de ses nombreux atouts. Évidemment, une ville extrêmement attractive, l'une des plus visitées au monde. Associer l'image Disney à la ville de Paris, c'est quand même un atout. En plus, il y a deux aéroports internationaux et puis on est au cœur de l'Europe. Après des mois de négociations, c'est le 24 mars 1987 à Matignon qu'est signé le contrat entre Disney et l'État en présence de Jacques Chirac, qui est Premier ministre à l'époque, et Michael Eisner. La Walt Disney Company détient 40% du capital et le reste reposera sur une entité cotée en bourse dès 1989, à savoir Euro Disney SCA. L'État s'engage à débourser pour la création des voies routières menant au site ainsi que le prolongement du RER A. Ajoutons à cela le développement d'un vaste projet urbain, le Val d'Europe. Mais l'arrivée d'un tel projet est mal vue. Certains y voient l'impérialisme américain, d'autres la perte de la culture française. Les locaux, les habitants, ont peur. Que vont devenir leurs bourgs? Certains propriétaires de terres agricoles devront céder leurs terrains à Disney. Des manifestations anti-Mickey ont lieu, initiées par les communistes, allant même jusque tenter de viser la tête de Michael Eisner avec des œufs. Autant dire que l'arrivée d'Euro Disney n'est clairement pas la bienvenue. Pourtant, Walt Disney Imagineering va rassembler sous l'œil attentif de Tony Baxter les meilleurs Imagineers de l'époque, tous issus de la génération Walt Disney. Il faut le plus grand parc, le plus beau parc jamais réalisé avec des attractions modernes. Non seulement il faut plaire aux visiteurs européens, mais aussi ne pas dénoter de la qualité du patrimoine et de la classe de la ville de Paris juste à côté. Plus le projet avance et plus les idées sont ambitieuses. Voilà le mot qui va qualifier le prochain Disneyland, l'ambition. Et ce n'est rien de le dire. Venus de toute l'Europe, les ouvriers construisent sur 60 hectares un chef-d'œuvre unique pour le chantier le plus grand d'Europe après celui de l'Eurotunnel, du jamais vu à cette époque. Le Preview Center ouvre en 1990 aux curieux qui souhaitent découvrir et comprendre ce que sera Euro Disney. Après une soirée d'inauguration en modovision, le resort ouvre le 12 avril 1992 à 9h01. Et si certains ont voulu causer quelques soucis au parc en faisant exploser une ligne à haute tension juste à côté, les visiteurs s'empressent pour découvrir ce qu'Euro Disneyland avait à offrir. Cette première journée est un succès. Les visiteurs viennent de toute l'Europe et les fans américains de la première heure de Mickey viennent voir ce parc si moderne et unique. Étonnement, enchantement, féerie, magie sont au rendez-vous. D'ailleurs, Disney voit grand pour la suite. Nouvelles attractions, dont une sur la petite sirène, un parc aquatique, le Lava Lagoon, et deux autres parcs à thème, dont le MGM Studios Europe sur le cinéma, qui ouvrira en 1995. D'un point de vue commercial, l'année 92 est plutôt réussie. Le parc atteint presque ses objectifs avec 11 millions de visiteurs. Alors, où est le problème? Eh bien, Euro Disney SCA peine à trouver un modèle rentable. En effet, le taux d'occupation des hôtels est extrêmement bas, à peine 55%. Tant d'hôtels à faire tourner propulse le groupe dans un vrai gouffre financier. Pas question à l'époque de dormir chez Mickey, c'est pas bien compris. Donc, c'est un problème. D'autres erreurs vont avoir des incidences sur le panier moyen. Le merchandising, par exemple, ne sera pas en accord avec les attentes, puisque très peu estampillé Disney, pas d'alcool ou de vin dans les restaurants, grave erreur, et les prix des entrées seront calqués sur ceux des US. Voilà qui va vite poser problème, vraiment très rapidement. Dès 1993, la dette du groupe est déjà de 16 milliards de francs. Le dépôt de bilan est proche et un plan social est lancé. Le navire prend déjà l'eau. Parallèlement à ça, les plans de développement initiaux sont arrêtés, préférant un plan rapide et peu coûteux d'ajout de capacité avec une attraction majeure prévue pour 1995. C'est là qu'on a Indiana Jones et le Temple du Péril, les Pays des Contes de Fées, le Vieux Moulin, Nautilus, etc. Disney envisage même à cette époque
de vendre le complexe hôtelier afin de retrouver une meilleure rentabilité. Certains hôtels fermeront l'hiver. C'est la crise de l'immobilier de cette époque qui va en fait tout simplement les faire freiner dans ce projet-là et les faire garder leurs hôtels. En 1994, les actionnaires approuvent un premier projet de restructuration et une augmentation de capital de 5 milliards de francs. Le richissime prince saoudien participera de l'ordre de 10% à l'actionnariat. De plus, Disney accepte, à la demande de Philippe Bourguignon, de stopper les royalties, c'est-à-dire les redevances que devait finalement donner Euro Disney à la maison mère, de manière temporaire, afin de laisser respirer Euro Disney. Le site devient à cette occasion Disneyland Paris pour associer l'image de marque de la ville de Paris. En 1995, Space Mountain ouvre en grande pompe. La communication est colossale et la portée est planétaire. Enfin, pratiquement. La fréquentation est drastiquement relancée et l'occupation des hôtels est en grande hausse. Pour la première fois, une rentabilité historique est à noter. Pendant ce temps, insufflé par Philippe Bourguignon, Disney prévoit de mettre une attraction majeure en 1999 et une autre au début des années 2000. Mais qui va financer? Parce que malgré un certain optimisme, la dette encore écrasante va faire freiner les projets, de même que le retour des royalties quelques années plus tard. En 1997, lors des 5 ans, Michael Eisner décide de mettre un terme au projet de développement. Et pour l'attraction majeure de 1999, eh bien, il faudra se contenter d'un remplacement. Chérie, j'ai rétréci le public. Dans une approche plus commerciale, Walt Disney Company souhaite en fait mettre un second parc à Disneyland Paris. La convention passée avec l'État stipule qu'un parc doit être finalement, un second parc doit être construit avant 2005. Cette convention ne sera ni revue ni renégociée et le parc est annoncé en 1999. Ce parc aura un budget de 610 millions d'euros et sera sur le thème du cinéma. Les objectifs sont clairs, augmenter la durée de séjour, à peu près 3,5 jours espérés, augmenter le remplissage des hôtels et augmentation de 20% de chiffre d'affaires ainsi que 5 millions d'entrées supplémentaires. Oui, mais non. Le parc est un énorme échec et fait tripler les pertes d'Euro Disney. Boudé par le public, décrié par la presse, aucun des objectifs ne sera atteint, très loin de là. C'est un véritable fiasco, une honte. Le parc ferme même à 16 heures, tant les visiteurs ne sont pas au rendez-vous. Et c'est à ce moment-là qu'il y a d'ailleurs la mise en place des billets un jour de parc pour tenter de faire venir les visiteurs au studio. Les comptes replongent de manière historique dans le rouge. En 2004, une seconde restructuration de la dette a lieu. Ce plan de sauvetage s'accompagne d'une augmentation de capital de 250 millions d'euros destinée à de nouvelles attractions en vue du 15e anniversaire, soutenue par André Lacroix. C'est là qu'on aura Coach Coaster, Cars, Buzz, etc., ainsi que la Tour de la Terreur, qui sera d'ailleurs un franc succès et l'impact sera extrêmement positif avec un équilibre financier encourageant. Mais en 2009, la crise européenne ainsi que celle du tourisme fera à nouveau plonger Euro Disney avec une perte nette de 55 millions d'euros. Il y aura quand même un petit peu d'argent qui sera récupéré pour faire Toy Story Playland qui permettra de créer un semblant de nouveauté et d'ajouter de la capacité au studio dès 2010. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais en 2007, Euro Disney s'associe à Pierre et Vacances pour le projet Village Nature avec un avenant à la convention afin d'agrandir tout simplement le périmètre de développement d'Euro Disney. Est-ce que c'était vraiment le moment? Je ne crois pas. Non. Dès 2009, une nouvelle politique tarifaire est mise en place, prix cassé, passeport annuel gratuit et offre de séjour jamais fait auparavant. Et oui, Philippe Gas privilégie la dépense du panier moyen, ce qui ne va pas arranger les affaires. Disneyland Paris est un parc, une destination bradée et tourne à perte de manière considérable. En même temps, les shows sur scène sont arrêtés et le budget maintenance est tout simplement sacrifié, ce qui aura des conséquences désastreuses sur l'état du parc et l'image qui s'en dégage, dont des accidents à répétition, avec notamment des accidents graves sur Big Thunder Mountain. Ayant pour objectif le 20e anniversaire, Philippe Gas négociera avec de nombreuses banques pour une attraction unique sur Ratatouille. Projet gelé à cause de son financement impossible et complexe, l'attraction sera proposée en 2014. En 2012, il faudra se contenter de Disney Dreams qui crée malgré tout l'étonnement, un show nocturne avant-gardiste pour l'époque. 2012 sera une bonne année de fréquentation, mais à quoi bon, puisque avec de tels prix, impossible d'y voir une quelconque rentabilité. En 2014, le groupe annonce un projet de recapitalisation. De son côté, Ratatouille, attraction nouvelle technologie, est un succès, mais ne permet pas une augmentation significative des visiteurs qui transvasent d'un parc à l'autre.
Tout ça va creuser encore plus les pertes. D'ailleurs, en 2015 et 2016, les pertes sont à nouveau colossales, avec notamment les attentats et la menace terroriste. Avant son départ, Philippe Gas négociera de manière obligatoire un plan de réenchantement pluriannuel, témoin d'années où le site est littéralement laissé à l'abandon. La Walt Disney Company, de son côté, poursuit son rachat au plus bas prix. En 2017, la maison mère annonce son retrait de la cote boursière d'Euro Disney. À ce moment-là, l'action ne vaut plus rien et est rachetée 2 centimes. 2 centimes. Non, blague à part, mais pas beaucoup plus, puisque les actions sont rachetées à 2 euros. Les actionnaires, comme dit lors de la dernière Assemblée générale, ont été rincés. Une véritable honte. Le rachat bouclé, Disney renégocie la convention en repoussant la date d'exploitation d'un troisième parc dont les travaux ne pourront pas débuter avant 2036 et j'ai envie de dire soyez patients parce que à mon avis ça sera largement après. En 2018 est annoncé à l'Elysée en présence de Iger et de Macron un plan d'envergure inédit à 2 milliards. Il permet de redresser le second parc et de remettre Disneyland Paris dans la lumière afin d'assurer sa place de leader et de première destination touristique d'Europe. 3 nouveaux lands et un lac sont attendus pour 2025. Marvel, Frozen, Star Wars, les fans ne savent plus quoi penser, c'est la folie, c'est la fête du slip, la presse s'affole, Disneyland Paris est bien de retour dans le game. Bon, ce n'est pas un cadeau, mais juste un retour des choses après tant d'années de non-investissement de la part de la maison mère qui sait quand même gentiment coinfrer les royalties. Mais comme rien n'est simple au pays de Disneyland Paris, la crise du Covid aura eu raison de ces nouveaux espoirs. Et oui, pas de chance. Le site est fermé à plusieurs reprises avec arrêt des travaux et les plans sont revus ainsi que les dates qui sont repoussées. Walt Disney Company décide de freiner tous les travaux de tous les parcs Disney, ralentissant de ce fait l'impact qu'aurait pu avoir ce plan d'extension sur le court terme. Après maintes rectifications, le projet semble ne plus en finir, avec une date de livraison toujours inconnue actuellement et un contenu toujours flou. Un impact certainement manqué, c'est une nouvelle fois un flop assuré. Alors que le Disneyland parfait, reflet des rêves de Walt, est devenu réalité en Europe, l'exploitation financière douteuse du site, avec d'ailleurs peut-être une volonté cachée de la maison mère de maintenir le site dans le rouge, qui s'est bien organisé pour pouvoir se goinfrer les royalties en évitant du coup de payer trop d'impôts, aura très vite mis un terme à cette folie et cette grandeur qu'est Euro Disney. L'arrogance américaine, mais osée, dont ont fait preuve les équipes de l'époque, n'aura peut-être pas aidé au succès d'Euro Disney. Ne reste que de cette époque que de vieux rêves, les rêves d'ingénieurs de l'imagination, de rêveurs fous qui osaient tout. Un parc aussi qui était inégalable, mais qui attend ses promesses jamais venues, entaché à jamais par tout simplement une image d'un site en perpétuelle déconfiture, Disneyland Paris aurait été un cas d'école dont le parcours chaotique en fait toute sa particularité. Alors que la destination était la plus moderne de son époque, elle accumule des retards de développement avec une vitrine prenant la poussière du temps. Disneyland Paris aura permis de dynamiser tout un secteur, celui du parc à thème, avec des développements surprenants des sites en France et en Europe. Un beau paradoxe puisque désormais Disneyland Paris se repose sur ses lauriers, comme si la destination se suffisait de par sa marque et de par sa base, il est vrai, irréprochable de 1992. Première destination touristique d'Europe, elle aura su malgré tout séduire son public. Toutefois, sa destinée s'annonce moins certaine. À l'aube de ses 30 ans, Disneyland Paris devra surprendre et ne pas attendre encore 30 ans avant de dévoiler son potentiel. Et c'est déjà mal parti niveau créatif quand on voit tout simplement la nullité et la non dépassement des attentes qui est prévu pour ce 30e anniversaire. Un tableau qui risque alors d'être encore longtemps figé dans le temps. D'ailleurs, en parlant de tableau, celui offert à Jacques Chirac représentant la scène de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige était peut-être un message du destin. Aurait-on dû prendre ça très au sérieux ? Très probablement. Voilà pour ce fiasco, pour ce destin malheureux qu'est Euro Disney, et voilà pourquoi on en est là aujourd'hui à Disneyland Paris, un magnifique site qui aujourd'hui attend tout simplement d'avoir à nouveau des jours heureux. Est-ce que cela arrivera? Bonne question. En attendant, il en est ainsi pour l'histoire tragique d'Euro Disney.
Voilà, j'espère que cette histoire fâcheuse, j'en conviens, vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.